Quand avez-vous vu quelqu'un échouer en tant que parent? Mon ex-femme garde notre fille Hailey tous les week-ends. Et chaque week-end, Hailey rentre à la maison avec une nouvelle blessure. Lèvres contusionnées, genoux écorchés, même une côte fracturée une fois. Mais la seule réponse du tribunal a été « Les enfants ont besoin de leur mère ». La semaine dernière, je me préparais à la récupérer quand j'ai reçu un appel. C'était la maman d'une de ses amies. Hailey est chez moi à Woodbridge pour une soirée pyjama et sa pompe à insuline vient de tomber en panne. Nous ne savons pas quoi faire. Son taux de sucre dans le sang est à 450 et continue de grimper. J'ai eu l'impression que mon estomac tombait par terre. Ce chiffre ne devrait jamais dépasser 180. Où est son insuline de secours? Ai-je demandé en attrapant déjà mes clés. Elle n'en a pas avec elle. Votre femme l'a déposée et a dit que tout était dans la pompe. Mes mains tremblaient en démarrant ma voiture. Mon ex gardait toujours l'insuline de secours dans son sac. Elle en avait fait tout un spectacle lors des audiences de garde, montrant à quel point elle était une mère préparée. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu avec un bruit de casino en arrière-plan. La pompe d'Hailey est en panne. Elle a besoin d'insuline maintenant. Tu es à seulement 15 minutes de la maison où a lieu la soirée pyjama. Oui. 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 Je viens de battre un record historique, a-t-elle répondu. Notre fille est en train de mourir, ai-je crié. Tu dois y aller maintenant. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre des voix de croupiers en arrière-plan. Je suis à la table des gros joueurs. Je me fiche de la table où tu es. Je suis à 3 000 $ en moins. J'ai besoin de les récupérer. J'ai frappé mon volant, roulant à 90 sur l'autoroute. Notre fille va mourir. Je suis à 45 minutes. Tu es à 15. Alors appelle une ambulance. Il ne transporte pas d'insuline. Tu le sais, seul son stylo prescrit fonctionne. Il est dans ton sac. Je suis au milieu d'une main. Donne-moi 20 minutes. La maman de la soirée pyjama m'a envoyé un texto à 12h15. Hailey inconsciente sur le sol de sa salle de bain, ses lèvres pâles, du vomi sur sa chemise. Le texte disait qu'elle était maintenant au-dessus de 500 et qu'elle répondait à peine. J'ai rappelé mon ex, criant maintenant. Elle est en train de mourir. En train de mourir. Monte dans ta voiture. Arrête d'être dramatique. Et arrête d'appeler. Tu m'as fait perdre cette main. Le croupier a cru que je trichais avec des signaux. C'est 500 de plus perdus à cause de toi. J'ai raccroché et appelé le 911, expliquant tout en larmes. Ils ont dit qu'ils me rejoindraient là-bas, mais ont confirmé ce que je savais déjà. Les ambulanciers ne peuvent pas administrer d'insuline sans le stylo de prescription. Quand je me suis finalement garé dans leur allée à 12h38, l'ambulance était déjà là. Hailey était sur une civière, complètement inconsciente. L'ambulancier avait l'air sombre. Le taux de sucre dans le sang est trop élevé pour que notre lecteur puisse le lire. Nous avons besoin d'insuline tout de suite. Mon ex là, elle arrive. Mais elle n'est pas venue. Pas avant 42 minutes de plus. J'ai essayé d'appeler le casino directement. Ma fille est en train de mourir. Mon ex-femme, Rachel Beckett, est à votre table des gros joueurs. Elle a un médicament qui pourrait lui sauver la vie. S'il vous plaît, faites-la sortir. Monsieur, nous ne pouvons pas forcer les clients à partir pour des affaires personnelles. Ce n'est pas personnel. Une petite fille est en train de mourir. Je suis désolé, monsieur. Les ambulanciers sont arrivés. Je les ai suppliés de l'appeler, pensant que des professionnels de la santé la feraient réagir. L'ambulancier principal a essayé. Madame, votre fille est en acidocétose diabétique. Ses organes sont en train de s'arrêter. J'ai entendu sa réponse à travers son téléphone. Je suis sa mère. Je déciderai quand c'est assez grave pour que je parte. Quand mon ex s'est finalement traîné aux portes des urgences à 1h20 du matin, son sac à main de créateur pendait à son épaule, empestant la fumée de cigarettes et le vin. Hailey était déjà en soins intensifs pédiatriques. Elle a jeté le stylo à insuline à l'infirmière comme si de rien n'était. « Tiens, mais tu devrais savoir que tes appels constants m'ont fait perdre 6 000 $ ce soir. » Je ne pouvais pas parler. Notre fille était sous dialyse. Le médecin venait d'expliquer que ses reins fonctionnaient à 40%. Mon ex s'est tourné vers le médecin, ne regardant même pas Hailey derrière la vitre. C'est parce que sa pompe était défectueuse, n'est-ce pas? Une erreur de fabrication? Madame, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'insuline pendant plus de 2 heures lors d'une situation qui mettait sa vie en danger. Le visage de mon ex est devenu rouge.
Elle s'est tournée vers moi. Tu aurais dû t'assurer que la maman de la soirée pyjama avait des fournitures de secours. Quel genre de père envoie sa fille diabétique sans secours? Le secours était dans ton sac au casino. N'ose pas me blâmer pour ça. C'est toi qui vis à 45 minutes. Tu as choisi de déménager si loin. Si tu avais vécu plus près, ça ne serait pas arrivé. Le médecin a interrompu pour expliquer qu'Haley aurait besoin de dialyse 3 fois par semaine. Peut-être pendant des mois, peut-être de façon permanente. Nous n'avions aucune idée si elle serait à nouveau la même. Mon ex a sorti son téléphone et a commencé à taper. J'ai besoin de documenter cette négligence. 2 jours plus tard, j'étais avec Haley en soins intensifs et ma femme était au casino quand j'ai reçu la nouvelle. Les organes d'Haley ont lâché. Elle n'a pas survécu. J'ai pleuré si fort que je n'avais plus de larmes. Et pendant les 36 heures suivantes, j'ai appelé Rachel plus de 50 fois, mais elle ne m'a même pas rendu visite une seule fois. Je me souviens que c'est là que j'ai arrêté de pleurer. Pas parce que je n'étais pas dévasté, je l'étais. Et pas parce que ma vie n'était pas détruite. Elle l'était, absolument. Mais parce que j'ai su que je devais détruire Rachel. Et j'étais sur le point de lui montrer exactement jusqu'où un père en deuil est prêt à aller. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking de l'hôpital pendant 3 heures après que le corps d'Haley ait été emmené. Mon téléphone était sur mes genoux et je faisais des listes dans l'application de notes. Chaque personne que je devais appeler. Chaque élément de preuve que je devais conserver. Les pleurs avaient complètement cessé et mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose de froid et de concentré avait remplacé toute cette douleur. J'ai d'abord écrit le numéro de la maman de la soirée pyjama, puis celui des ambulanciers qui ont répondu, le numéro principal du casino, le nom du médecin des urgences sur son badge. J'ai pris des captures d'écran de chaque journal d'appel de cette nuit. 52 appels à Rachel pendant que notre fille était en train de mourir. Chacun avec une date et une heure, chacun ignoré. Le parking s'est vidé et s'est rempli à nouveau avec l'équipe du matin, mais je continuais à travailler, à faire des dossiers sur mon téléphone pour les preuves, à écrire tout ce dont je pouvais me souvenir de ce que Rachel avait dit. Le lendemain matin, 2 policiers se sont présentés chez moi. Ils avaient obtenu mon adresse à l'hôpital. Le plus âgé avait un bloc-notes et m'a demandé de lui raconter tout ce qui s'était passé. Je leur ai montré mon téléphone avec tous les journaux d'appel. Je leur ai donné le numéro de la maman de la soirée pyjama. Je leur ai expliqué comment Rachel était restée au casino pendant plus d'1 heure après qu'on lui ait dit qu'Haley était en train de mourir. Ils ont tout écrit et ont dit qu'ils auraient besoin de parler aux autres témoins. Après leur départ, j'ai commencé à appeler des membres de la famille. Ma sœur a répondu à la 3e sonnerie et je lui ai dit qu'Haley était partie. Elle a pleuré pendant 10 minutes d'affilée. Mais quand j'ai mentionné que je poursuivrais Rachel en justice, elle est devenue silencieuse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans nos problèmes. Mon frère a été pareil. Ma mère aussi. Tous ont dit qu'ils étaient désolés, mais personne ne voulait prendre parti. La famille de Rachel ne répondait même pas à mes appels. Je me suis assis à ma table de cuisine, réalisant que j'étais complètement seul dans cette affaire. La maman de la soirée pyjama m'a envoyé un texto cet après-midi-là pour me demander si on pouvait se rencontrer. J'ai conduit jusqu'à un café près de chez elle, et elle m'attendait déjà. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle a poussé son téléphone vers moi sur la table. Chaque photo de cette nuit était là, allait sur le sol de la salle de bain à différents moments. Les horodatage montraient exactement à quelle vitesse elle s'était aggravée. Il y avait des textos entre elle et son mari pour savoir s'il fallait appeler le 911, des captures d'écran d'elle essayant de joindre Rachel. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé à la police ce matin-là. Elle a dit qu'elle témoignerait pour tout ce dont j'aurais besoin. Nous avons pleuré tous les deux dans ce café, et les gens nous regardaient, mais je m'en fichais. J'ai passé les 2 jours suivants sur mon ordinateur à assembler un document. Chaque journal d'appel avait sa propre page avec l'horodatage mis en évidence. J'ai transcrit les messages vocaux que j'avais laissés à Rachel la suppliant de quitter le casino. J'ai trouvé les textos de la maman de la soirée pyjama avec les photos jointes. J'ai téléchargé mes données de localisation montrant mon trajet de la maison à l'hôpital. Les données de localisation de Rachel de ses médias sociaux montrant qu'elle était au casino tout le temps. 52 appels qu'elle a ignorés sont devenus 52 pages de preuves. J'en ai fait 10 copies. Une pour la police, une pour le service de protection de l'enfance, Une pour un avocat, 7 autres juste au cas où. Le 3e jour, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Rachel. Je suis resté assis dehors pendant 20 minutes avec le moteur allumé. Sa voiture était dans l'allée. La lumière du salon était allumée.
Je pouvais la voir bouger à l'intérieur. Mes mains ont serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je voulais entrer et la faire souffrir comme Hailey a souffert, mais me faire arrêter n'aiderait en rien. Je suis rentré chez moi et je suis allé directement dans mon garage. J'ai fait 3 trous dans le mur de gypse avec mon poing. Mes jointures saignaient, mais c'était mieux que de ne rien faire. Le détective Cade Norris m'a appelé le lendemain. Il avait été désigné pour enquêter sur la possibilité de porter des accusations criminelles. Nous nous sommes rencontrés au poste de police et je lui ai remis mon dossier de preuves. Il l'a feuilleté lentement et son visage est devenu plus sérieux à chaque page, mais ensuite il s'est penché en arrière et m'a expliqué le problème. Rachel n'était pas physiquement là quand Haley est tombée malade. Elle ne lui a pas fait de mal activement. Prouver une négligence criminelle quand un parent était absent est vraiment difficile. Il a dit qu'ils enquêteraient, mais il m'a dit de ne pas m'attendre à des résultats rapides, voire pas de résultats du tout. J'ai déposé un rapport auprès du service de protection de l'enfance cette même semaine. L'enquêtrice qui s'est présentée s'appelait Regina Norris. Il s'est avéré qu'elle était la sœur de Cade. Elle a pris mon dossier de preuves et a dit qu'elle évaluerait l'aptitude de Rachel en tant que mère. J'ai expliqué qu'Hailey n'était plus là, donc il n'y avait plus d'enfants à protéger. Regina a dit que ça n'avait pas d'importance. Le rapport créerait un dossier officiel qui pourrait soutenir d'autres actions en justice. Elle semblait vraiment se soucier de ce qui s'était passé. Rachel et moi avons dû nous rencontrer au salon funéraire pour faire les arrangements. Elle est arrivée 45 minutes en retard. Le directeur de pompe funèbre me montrait déjà des options de cercueil quand elle est entrée. Elle a jeté un coup d'œil au prix et a commencé à crier à propos du gaspillage d'argent. Elle a dit que nous devrions faire une crémation sans service. Je voulais de vraies funérailles pour notre fille. Le directeur de pompe funèbre a dû s'interposer entre nous quand Rachel a commencé à crier que j'essayais de la ruiner. Elle n'arrêtait pas de dire qu'Haley ne verrait pas la différence de toute façon. J'ai tout payé moi-même juste pour mettre fin à la dispute. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Rachel est arrivée 20 minutes après le début. Je pouvais sentir l'alcool à 3 mètres de distance. Elle a trébuché jusqu'au podium et a essayé de faire un discours sur le fait d'être une mère dévouée. Ces mots étaient si mal prononcés que la moitié n'avait aucun sens. Ma famille s'est agitée sur ses sièges. La famille de Rachel regardait le sol. Elle a continué pendant 5 minutes sur tout ce qu'elle avait sacrifié pour Haley. À quel point il était difficile d'être une mère célibataire chaque week-end. Comment personne ne comprenait ses difficultés. Je me suis assis au premier rang, les mains jointes, et j'ai laissé tout le monde voir exactement qui elle était. Je les ai laissés voir la femme qui a choisi le jeu plutôt que de sauver la vie de notre fille. Après les funérailles, j'ai passé 3 jours à appeler chaque avocat de la région jusqu'à ce que je trouve Garrett Lawson, qui se spécialisait dans les cas de décès par négligence. Son bureau était dans un centre commercial à côté d'une laverie automatique. Et quand je suis entré avec mon dossier de preuves, sa femme Antonia était à la réception. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a conduit directement à son bureau sans me faire attendre. Garrett était un grand gars aux cheveux gris qui a écouté toute mon histoire sans m'interrompre une seule fois. J'ai étalé toutes mes preuves sur son bureau, les journaux d'appel montrant 52 appels ignorés, les textos de la maman de la soirée pyjama avec des horodatage, des photos de Hailey inconsciente sur le sol de la salle de bain. Antonia s'est assise à côté de lui en prenant des notes sur un bloc-notes jaune pendant qu'il examinait chaque document. Quand il est arrivé à la partie où Rachel disait qu'elle avait besoin de récupérer ses 3 000 $, son visage est devenu rouge. Il a expliqué que les poursuites pour décès par négligence fonctionnaient différemment des affaires criminelles. Nous avions juste besoin de prouver que la négligence de Rachel avait directement causé la mort d'Haley. Pas qu'elle avait l'intention de la tuer. La charge de la preuve était plus faible, mais nous avions quand même besoin de preuves solides qui liaient ses choix au résultat. Il a dit que nous avions une base solide, mais que nous avions besoin de plus de documentation pour la rendre étanche. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin sur mon ordinateur portable à rechercher les politiques du casino en ligne. Leur site web avait des pages sur le jeu responsable et les programmes d'auto-exclusion, mais rien sur les situations d'urgence. J'ai trouvé leur manuel d'entreprise via la publication LinkedIn d'un ancien employé, et il avait des protocoles détaillés pour retirer les clients ivres, attraper les compteurs de cartes et gérer les urgences médicales sur le plancher de jeu. Mais il n'y avait absolument rien sur la notification des joueurs d'urgence familiale ou de tout devoir d'intervenir quand quelqu'un refuse de partir pour un enfant mourant.
Cette lacune dans leur procédure signifiait qu'ils n'avaient pas de politique officielle qui les obligeait à aider, mais cela signifiait aussi qu'ils n'avaient pas de politique qui les empêchait d'aider non plus. J'ai tout imprimé et j'ai surligné les sections pertinentes. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au service des dossiers de l'hôpital et j'ai rempli des demandes formelles pour tous les dossiers médicaux d'Ali. L'employé a dit que cela prendrait 2 semaines pour être traité, mais quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle est allée à l'arrière et est revenue 20 minutes plus tard avec tout. Le rapport des services d'urgence était difficile à lire. Il documentait le taux de sucre dans le sang d'Hayley à plus de 600 à leur arrivée, sa respiration superficielle, sa peau froide et moite. Les formulaires d'admission à l'hôpital montraient qu'elle était en acidocétose diabétique grave, avec ses organes qui commençaient déjà à s'arrêter. Mais le pire, c'étaient les notes du médecin qui disaient qu'avec une administration rapide d'insuline, c'est-à-dire dans les 30 minutes suivant la panne de la pompe, Hayley aurait eu 95% de chances de se rétablir complètement. Au lieu de cela, elle est restée plus de 2 heures sans elle. Le rapport du médecin légiste a confirmé la cause du décès comme des complications de l'acidocétose diabétique dues au manque d'insuline. J'ai tout photocopié 3 fois. Pendant la semaine suivante, j'ai écrit chaque détail de cette nuit pour Gareth, en commençant par le moment où la maman de la soirée pyjama m'a appelé pour la première fois. 20 pages de faits purs, sans émotion, juste ce qui s'est passé et quand. J'ai inclus des citations exactes de mes appels avec Rachel. Ce que l'employé du casino a dit quand je les ai suppliés de la faire sortir, ce que l'ambulancier m'a dit à propos de ne pas pouvoir donner d'insuline. Tout écrire m'a fait voir la ligne claire entre le moment où Rachel a choisi de rester au casino et le moment où Hayley est morte dans ce lit d'hôpital. Chaque point de décision où elle aurait pu partir, mais ne l'a pas fait. Chaque minute qui passait pendant que le corps de notre fille s'empoisonnait lui-même. Gareth a lu ma déclaration 3 fois en prenant des notes dans les marges. Il m'a fait signer et dater chaque page. Gareth a rédigé des lettres de préservation cet après-midi-là et les a envoyées par courrier certifié au service juridique du casino et à l'appartement de Rachel. Les lettres exigeaient qu'il préserve toutes les images de surveillance de cette nuit. Tous les registres de transactions montrant l'activité de jeu de Rachel, les données de sa carte de récompense de joueur et tout journal téléphonique des appels passés ou reçus depuis le casino. Il a expliqué que détruire l'une de ses preuves après avoir reçu la lettre serait une spoliation, ce qui pourrait entraîner de graves conséquences juridiques. Les avocats du casino ont répondu dans les 48 heures, disant qu'ils se conformeraient, mais seulement avec une ordonnance du tribunal. Rachel n'a jamais répondu du tout. Nous avons déposé la plainte pour décès par négligence le lundi suivant et Gareth a fait livrer les documents à Rachel à son appartement par un huissier. L'huissier a sonné pendant 10 minutes avant qu'elle ne réponde finalement. Et il a dit qu'elle lui avait jeté les documents et avait claqué la porte au nez. Il les a ramassés sur le sol du couloir et les a laissés à sa porte, ce qui comptait toujours comme une signification adéquate. Gareth m'a prévenu que ce n'était que le début de ce qui serait un combat long et coûteux, mais au moins nous faisions quelque chose au lieu de simplement nous asseoir et pleurer. 2 jours plus tard, Regina Norris du service de protection de l'enfance m'a appelé pour planifier une réunion de suivi avec moi. Elle avait déjà rendu visite à Rachel, et bien qu'elle ne puisse pas partager de détails spécifiques en raison des règles de confidentialité, elle a dit qu'il y avait des conclusions inquiétantes sur la situation de vie et les priorités de Rachel qui seraient documentées dans son rapport. Sa voix sonnait dégoûtée quand elle a mentionné qu'elle avait trouvé des reçus de jeu et des bouteilles de vin vides, mais pas de nourriture dans le réfrigérateur. La semaine suivante, des documents m'ont été signifiés au travail juste devant mes collègues. Rachel avait demandé une ordonnance de restriction, affirmant que je la harcelais avec des appels téléphoniques menaçants et que je me présentais à son appartement. C'était de purs mensonges car je ne l'avais pas contacté une seule fois depuis les funérailles. Mais j'ai quand même dû engager Gareth pour me défendre, ce qui signifiait un autre acompte que je pouvais à peine me permettre. J'ai vendu ma moto ce week-end-là pour couvrir les frais juridiques. J'ai recherché en ligne la structure d'entreprise du casino et j'ai découvert que leur responsable de la conformité s'appelait Nora Kemp. J'ai appelé son bureau directement et j'ai laissé un message expliquant qui j'étais et demandant à discuter de leur politique de notification d'urgence. Elle m'a rappelé le lendemain, sur la défensive dès le début, disant que le casino n'avait aucune obligation légale d'intervenir dans des affaires personnelles.
Mais quand j'ai insisté pour savoir s'ils avaient revu leur politique après qu'un enfant soit mort parce qu'un de leurs clients ne voulait pas partir, elle a admis qu'ils menaient une revue interne. Elle a accepté une réunion formelle la semaine suivante. Entre-temps, j'ai contacté le fabricant de la pompe à insuline et j'ai demandé toutes les données de l'appareil Daly pour les 48 heures avant sa mort. Leur équipe technique m'a envoyé un rapport détaillé montrant que la pompe avait envoyé 17 alarmes urgentes à partir de 23h45 cette nuit-là, chacune nécessitant une reconnaissance manuelle et une intervention avec de l'insuline de secours. Les alarmes sont devenues de plus en plus urgentes, les dernières avertissant de niveaux de sucre dans le sang, mettant sa vie en danger. Cela a prouvé que Rachel avait eu des avertissements clairs et répétés qu'Haley avait besoin d'une aide immédiate, mais qu'elle avait choisi de tous les ignorer. Garrett m'a appelé le lendemain matin pour me dire qu'il rédigeait des assignations pour le casino afin d'obtenir leurs images de surveillance de cette nuit-là, ainsi que toutes les données de récompense de joueurs de Rachel montrant combien de temps elle y était et à quoi elle jouait. Les avocats du casino ont immédiatement déposé des requêtes pour bloquer les assignations, invoquant la vie privée des clients et le fait qu'ils n'avaient pas le devoir de conserver les preuves. Mais Garrett s'y était attendu et avait déjà des contre-arguments prêts sur le fait que les images étaient des preuves matérielles dans une affaire de décès par négligence. Après 3 semaines d'échange de documents juridiques, le juge leur a finalement ordonné de se conformer et de tout remettre dans les 10 jours. Pendant ce temps, j'ai conduit jusqu'à la maison de la maman de la soirée pyjama avec l'assistante juridique de Garrett, Antonia, qui a apporté toute la documentation pour une déclaration sous serment. La maman était encore sous le choc de cette nuit-là, ses mains tremblant en signant page après page, décrivant exactement ce qu'elle avait vu, y compris les mots exacts de Rachel au téléphone. Comment elle avait appelé pour la supplier d'apporter l'insuline, comment Haley était passée de la parole à l'inconscience en moins d'1 heure, et comment elle avait dû tenir les cheveux de ma fille pendant qu'elle vomissait avant de perdre complètement connaissance. Antonia a également tout enregistré sur son téléphone, documentant officiellement chaque détail de la chronologie et de l'état d'Haley. Cette même semaine, j'ai découvert que Rachel avait commencé à poster sur Facebook à propos de la mort d'Haley, tordant tout pour se faire passer pour la victime. Elle a écrit de longs posts sur le fait que j'aurais dû vivre plus près pour être un père responsable, que j'aurais dû m'assurer que la famille de la soirée pyjama avait des fournitures de secours, que la compagnie de la pompe à insuline était la vraie coupable du dysfonctionnement. Certains de nos amis mutuels croyaient ces mensonges et commentaient avec de la sympathie pour elle, tandis que d'autres qui connaissaient la vérité restaient silencieux, car ils ne voulaient pas s'impliquer dans le drame. J'ai pris une capture d'écran de chacune de ces publications avant qu'elle ne puisse les supprimer, les ajoutant à mon dossier de preuves. Le procureur Damon Hunt m'a appelé pour une réunion sur d'éventuelles accusations criminelles et j'ai apporté toute ma documentation, m'attendant à ce qu'il arrête Rachel immédiatement. Il a passé 2 heures à tout parcourir, mais il a ensuite expliqué que la négligence criminelle qui entraîne la mort a une charge de la preuve extrêmement élevée, qu'il devrait prouver au-delà de tout doute raisonnable que Rachel savait que ses actions allaient probablement entraîner la mort et qu'elle a choisi de les faire quand même. Il a dit qu'ils ouvraient une enquête, mais que cela pourrait prendre des mois avant qu'ils ne décident de porter des accusations, et même dans ce cas, les taux de condamnation pour ces affaires étaient bas. Je suis parti de son bureau en me sentant vaincu, mais il m'a promis qu'il prenait la chose au sérieux et qu'il serait minutieux. Ma première séance de thérapie avec Henrietta Carlson a eu lieu 2 jours plus tard, et j'ai passé la majeure partie de l'heure à décrire en détail toutes les façons dont je fantasmais de faire souffrir Rachel pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai parlé de la façon dont je conduisais près de son appartement la nuit, de la façon dont je faisais des recherches en ligne sur des choses que je n'aurais pas dû, de la rage pure qui me consumait à chaque instant de veille. Elle ne m'a pas jugé, mais elle m'a aidé à voir que s'engager sur cette voie ne ferait que détruire davantage ma vie et ne ramènerait pas Haley. Nous avons fait un plan concret avec des limites claires où je me suis promis de ne chercher justice que par des voies légales. Peu importe à quel point je voulais prendre les choses en main. Les factures juridiques s'accumulaient plus vite que je ne l'avais prévu. Le premier acompte de Garrett étant déjà épuisé, et de nouvelles factures arrivant pour chaque dépôt, chaque heure de recherche. Chaque réunion, j'ai vendu ma moto d'abord, puis mes bons outils de garage, puis quelques meubles dont je n'avais pas vraiment besoin, et enfin la montre de mon père que j'avais prévu de donner à Haley pour ses 18 ans. Chaque vente a été ressentie comme un autre sacrifice pour ma fille.
Une autre partie de ma vie est changée pour financer ce combat. Mais j'avais besoin de chaque dollar pour maintenir la pression juridique sur Rachel. Lors de ma séance suivante, Henrietta m'a aidé à rédiger une déclaration d'impact de la victime qui énonçait clairement mes objectifs sans la rage brute qui me consumait. Nous avons travaillé à articuler ce que je voulais vraiment, qui était de laisser la vérité sur le dossier officiel, de tenir légalement Rachel responsable de ses choix et de créer des changements qui pourraient empêcher un autre enfant de mourir de la même manière. Avoir ces objectifs spécifiques par écrit a aidé à transformer ma rage en quelque chose de plus ciblé et résolu. Nora du casino a appelé pour planifier une réunion virtuelle sur leur politique, et Gareth a passé des heures à me préparer avec des questions sur leurs devoirs de diligence lorsqu'ils sont informés d'urgences impliquant des enfants. Nous avons recherché des cas similaires, trouvé des précédents sur les entreprises ayant des obligations morales, sinon légales, d'aider en cas d'urgence, et préparé une documentation montrant comment leur refus d'intervenir a contribué à la mort d'Alay. Pendant la réunion, l'équipe de direction du casino a été froide et corporative, insistant sur le fait qu'ils ne pouvaient pas forcer les clients à partir pour des affaires personnelles et qu'ils n'avaient aucune obligation d'intervenir dans les urgences familiales. Ils ont répété que leur sécurité ne pouvait pas faire sortir physiquement un client qui n'enfreignait pas les règles du casino, que le faire les exposerait à des poursuites, qu'ils n'avaient aucun moyen de vérifier si les appels téléphoniques concernant des urgences étaient réels ou non. Leur manque total d'humanité m'a rendu encore plus déterminé à trouver des moyens de les tenir responsables. Après cette réunion, j'ai passé 3 jours à rédiger une plainte détaillée à la commission des jeux sur le manque de protocole d'intervention d'urgence du casino, incluant des transcriptions de mes appels cette nuit-là, les suppliant d'aider à sauver la vie de ma fille. L'enquêteur assigné à mon cas, Giulio De Leon, a semblé se soucier de ce que je disais au téléphone, posant des questions détaillées et disant que c'était exactement le genre de choses que la commission des jeux devrait aborder pour protéger le bien-être public. Il a ouvert une enquête formelle sur leurs pratiques et a dit qu'ils examineraient si les casinos devraient être tenus d'avoir des protocoles pour la notification des clients lors d'urgences médicales impliquant des mineurs. 2 semaines après cet appel avec Giulio, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une enveloppe épaisse du service de protection de l'enfance qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant là sur mon porche, balayant le langage formel jusqu'à ce que je trouve ce qui comptait. Regina Norris avait terminé son enquête et avait officiellement confirmé la négligence médicale de Rachel. La lettre exposait en termes bureaucratiques froids comment le refus de Rachel de quitter le casino alors qu'elle possédait un médicament qui pouvait sauver des vies constituait de la négligence infantile en vertu de la loi de l'État. Je l'ai lu 3 fois avant d'entrer, puis je l'ai immédiatement scanné et j'en ai envoyé des copies à Gareth et Antonia. Ce n'étaient pas des accusations criminelles. Regina avait été claire là-dessus depuis le début, mais avoir une agence gouvernementale officielle qui confirmait que les actions de Rachel avaient tué notre fille a été la première vraie victoire en plusieurs mois. J'ai mis l'original dans mon classeur avec toutes les autres preuves, une autre pièce de munition pour le procès civil. Le lendemain matin, Gareth m'a appelé à son bureau où il avait une pile de papiers éparpillés sur sa table de conférence. Les journaux téléphoniques de la compagnie de Rachel étaient enfin arrivés après des semaines d'aller-retour juridique, et il peignait un tableau accablant. Les données de localisation montraient que Rachel était arrivée au casino à 20h47 et n'était pas partie avant 1h08 du matin, bien après qu'Alay était déjà en train de mourir en soins intensifs. Les journaux d'appel montraient que chacun de mes 52 appels avait été ignoré. Chacun ne durant que quelques secondes avant d'être rejeté. Gareth a souligné des horodatages spécifiques qui montraient que Rachel rejetait activement des appels tout en faisant des paris. Les registres de transactions du casino correspondaient parfaitement aux appels rejetés. Nous avons passé 3 heures à créer un graphique chronologique qui montrait exactement où Rachel se trouvait et ce qu'elle faisait pendant que les organes de notre fille s'arrêtaient. Antonia a pris des photos de tout et a commencé à l'organiser dans le dossier principal, pendant que Gareth m'expliquait comment nous utiliserions cela lors des dépositions. Je pensais que les choses allaient dans la bonne direction jusqu'à ce que l'huissier se présente à ma porte 4 jours plus tard. Rachel me contre-poursuivait pour détresse émotionnelle, diffamation et harcèlement, demandant 200 000 $ de dommages et intérêts. Son avocat, Edward Doyle, avait concocté un récit me dépeignant comme un ex-mari vindicatif, utilisant la mort de notre fille pour détruire la vie de Rachel par dépit. La plainte affirmait que j'avais orchestré une campagne de harcèlement à travers le service de protection de l'enfance,
la commission des jeux et les médias sociaux pour ruiner sa réputation et sa santé mentale. J'ai conduit directement au bureau de Gareth avec les papiers, mes jointures blanches sur le volant. Il les a lus rapidement, secouant la tête devant certaines des affirmations les plus ridicules. Puis m'a assuré que c'était une tactique défensive courante. Nous devrions répondre formellement, ce qui signifiait plus d'honoraires d'avocat que je pouvais à peine me permettre. Mais il a dit que les juges voyaient généralement à travers ces poursuites de vengeance. L'audience sur la contre-poursuite de Rachel a eu lieu 2 semaines plus tard dans une petite salle d'audience du centre-ville. Edward Doyle s'est levé et a passé 20 minutes à décrire comment j'avais transformé la mort tragique de notre fille, résultant d'une défaillance d'un équipement médical, en une arme contre sa cliente. Il a affirmé que j'avais rendu la vie de Rachel insupportable, avec des attaques juridiques constantes et une honte publique. La juge a écouté sans expression, puis a demandé à Gareth notre réponse. Gareth a calmement présenté la constatation du service de protection de l'enfance, les journaux téléphoniques et la chronologie des événements, expliquant que chaque action en justice que j'avais entreprise était une réponse légitime à une négligence documentée. Après 1 heure de plaidoirie, la juge a rendu son verdict. Elle a rejeté la plupart des contre-poursuites de Rachel, mais a ordonné que toute communication entre nous à partir de maintenant passe par nos avocats. Pas de contact direct par téléphone. Courriel, texto ou en personne, les violations étant punies d'outrage au tribunal. Une partie de moi était frustrée, car Rachel pourrait utiliser cela pour éviter la responsabilité, mais une autre partie était soulagée, car cela éliminait la tentation de la confronter directement. Ce jeudi-là, je me suis assis dans le bureau d'Henrietta pour notre séance hebdomadaire, admettant enfin quelque chose que je cachais depuis des semaines. J'avais des rêves où je blessais Rachel de manière détaillée et spécifique qui m'effrayaient quand je me réveillais. Parfois, j'imaginais me présenter au casino et la traîner par les cheveux. D'autres fois, je rêvais de brûler son appartement ou de la faire sortir de la route. Henrietta ne m'a pas jugé, elle m'a simplement aidé à comprendre que c'était des réponses normales au deuil qui avaient besoin d'exutoires sains. Nous avons passé la séance à travailler pour canaliser l'énergie violente vers des stratégies juridiques productives et un travail de plaidoyer. Elle m'a fait écrire chaque fantasme violent, puis le réécrire comme une action en justice que je pouvais réellement entreprendre. Le fantasme de la confrontation physique est devenu la préparation des dépositions. Le besoin de détruire sa propriété est devenu la mise en place de privilèges sur les biens. Le désir de la blesser est devenu de travailler pour obtenir un verdict de culpabilité. À la fin de la séance, j'avais une liste d'étapes juridiques concrètes qui satisferaient mon besoin de justice sans me retrouver en prison. Pendant les 3 jours suivants, j'ai transformé ma salle à manger en salle de guerre, étalant chaque document, photos et éléments de preuve sur la table et les murs. J'ai acheté une étiqueteuse et des dossiers à code couleur, organisant tout chronologiquement depuis la première audience de garde jusqu'à présent. Chaque section avait des onglets pour les dossiers médicaux, les journaux téléphoniques, les déclarations de témoins et les documents juridiques. J'ai créé un index maître qui faisait des renvois pour tout, ce qui rendait facile de trouver n'importe quel élément de preuve en quelques secondes. Quand Antonia est venue chercher des copies pour son bureau, elle est restée dans ma salle à manger, regardant simplement les murs couverts de chronologie et de graphiques de preuves. Elle a dit qu'en 15 ans en tant qu'assistante juridique, elle n'avait jamais vu un client préparer un dossier aussi méticuleusement. Il lui a fallu 2 heures juste pour tout photographier pour ses dossiers. Le lundi suivant, Julio m'a appelé avec la nouvelle que la commission des jeux avait programmé une audience officielle pour examiner les politiques d'intervention d'urgence du casino. Il a dit que ma plainte avait déclenché une enquête plus large pour savoir si les casinos avaient un devoir d'aider lorsqu'ils étaient informés d'urgences médicales impliquant des enfants. L'audience aurait lieu dans 3 semaines et il voulait que je témoigne sur ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai passé le reste de la journée à rechercher des cas similaires et j'ai trouvé 3 cas dans d'autres États où des casinos avaient été tenus responsables pour ne pas avoir répondu à des urgences. En consultant les médias sociaux de Rachel pour des preuves, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant en arrière-plan d'une de ses photos. Il y avait un avis d'expulsion collé sur sa porte qu'elle n'avait apparemment pas vu en prenant un selfie. J'ai fait quelques recherches via les registres publics et j'ai découvert qu'elle avait 3 mois de retard de loyer et qu'elle faisait face à une expulsion ordonnée par le tribunal. Quand j'ai dit ça à Gareth, il était excité, expliquant que nous pourrions mettre des privilèges sur tous les biens ou revenus pour notre jugement civil, y compris son dépôt de garantie et tout gain futur.
Le poids moral de potentiellement mettre la mère de ma fille à la rue m'a pesé. Mais je me suis ensuite souvenu de Hailey qui mourait seule pendant que Rachel choisissait le blackjack plutôt que son bébé. 2 nuits plus tard, j'ai commis une erreur qui aurait pu tout gâcher. J'avais bu seul, regardant des photos de Hailey, et je me suis soudain retrouvé dans ma voiture. Le moteur en marche. L'adresse de Rachel est apparue sur mon téléphone. La rage que je ressentais me dévorait, et tout ce que je voulais, c'était la faire souffrir de la même manière que je souffrais tous les jours. J'ai avancé sur 3 pâtés de maison avant que quelque chose en moi ne revienne à la réalité. J'ai fait une embardée et j'ai appelé Henrietta, qui a parlé avec moi pendant 1 heure jusqu'à ce que je me sente assez calme pour rentrer chez moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé malade de honte et de peur de la façon dont j'avais failli tout gâcher. J'ai vidé chaque bouteille dans l'évier et j'ai promis à la photo d'Hailey que je resterais sobre et stratégique, que j'obtiendrais justice de la bonne manière. Après des semaines d'Edward Doyle déposant requête après requête, essayant de retarder les procédures, la juge en a finalement eu assez et a fixé une date de déposition ferme pour Rachel. Garrett a passé 6 heures à me préparer à ce qui s'en venait, expliquant comment Edward essaierait de déformer mes mots et de me faire perdre mon sang-froid. Nous nous sommes entraînés avec Garrett jouant le rôle d'Edward, posant les questions les plus horribles sur ma parentalité et essayant de me blâmer pour la mort d'Hailey. Il m'a appris à faire une pause avant de répondre, à garder les réponses courtes et factuelles et à ne jamais me disputer avec l'avocat adverse. La déposition était prévue pour le mois prochain et Garrett m'a averti que ce serait l'un des jours les plus difficiles de ma vie, assis en face de Rachel pendant que son avocat essaierait de me briser. 3 semaines plus tard, je suis assis dans une salle de conférence, regardant Rachel mentir effrontément pendant qu'une sténographe du tribunal écrit chaque mot. Edward l'avait bien formée, mais pas assez bien car elle n'arrêtait pas d'oublier à quelle version des événements elle était censée s'en tenir. D'abord, elle a dit qu'elle ne savait pas qu'Hailey était malade. Puis, elle a dit qu'elle pensait que c'était juste un taux de sucre dans le sang élevé qui baisserait de lui-même. Puis, elle a affirmé que la maman de la soirée pyjama ne lui avait jamais dit que c'était une urgence. Garrett l'a laissé parler pendant 2 heures, posant occasionnellement de simples questions qui la faisaient se contredire encore et encore. Les doigts de la sténographe du tribunal n'ont jamais cessé de bouger, alors que Rachel s'enfonçait plus profondément à chaque réponse. À un moment donné, Garrett l'a interrogée sur les appels téléphoniques, et elle a en fait prononcé les mots qui m'ont retourné l'estomac. « Écoutez, même si j'avais su qu'elle avait des problèmes, je ne suis pas médecin. Comment étais-je censé savoir que c'était si grave ?» Garrett a fait une pause et a répété ces mots lentement pendant que la sténographe du tribunal capturait tout. Edward a tenté de demander une pause, mais Rachel a continué à parler, disant qu'elle avait des projets importants cette nuit-là et qu'elle ne pouvait pas tout quitter pour ce qui n'aurait peut-être été rien. La déposition a duré 6 heures, et à la fin, Rachel nous avait donné suffisamment de contradictions pour remplir 20 pages. 2 jours plus tard, Julio a appelé avec des nouvelles qui m'ont fait sourire pour la première fois depuis des mois. Le casino avait émis un communiqué de presse annonçant qu'ils révisaient leur politique d'intervention d'urgence pour les situations impliquant des enfants. Ils se sont assurés de déclarer 3 fois que ce n'était pas une reconnaissance de responsabilité dans notre cas. Mais Julio a expliqué que c'était vraiment énorme, car cela montrait qu'ils étaient préoccupés par l'enquête de la commission des jeux. Les changements de politique n'aideraient pas Hailey, mais peut-être qu'un autre enfant serait sauvé parce qu'un employé de casino ferait réellement quelque chose quand un parent dirait que son enfant est en train de mourir. J'étais en train de faire des courses quand mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai reconnu comme étant le bureau du procureur. Damon Hunt s'est présenté et a dit qu'il rouvrait de l'enquête criminelle sur la base de nouvelles preuves du rapport du service de protection de l'enfance et des transcriptions de la déposition. Il a expliqué qu'ils envisageaient maintenant des accusations potentielles d'homicide par négligence plutôt que de simplement mettre en danger un enfant. Bien qu'il ait pris soin de m'avertir que les poursuites étaient encore incertaines, parce que prouver l'intention criminelle dans les cas de négligence était incroyablement difficile. J'ai abandonné mon chariot dans le rayon des céréales et je me suis assis dans ma voiture pendant 20 minutes pour assimiler ce que cela signifiait. De vraies accusations criminelles, pas seulement des procès civils, de vraies conséquences qui pourraient inclure de la prison. Le lendemain matin, Garrett m'a appelé à 6h du matin, ce qui ne signifiait jamais une bonne nouvelle. La maman de la soirée pyjama l'avait contactée en pleurant parce que Rachel s'était présentée chez elle la nuit précédente, exigeant qu'elle change son témoignage.
Rachel avait apparemment menacé de la poursuivre pour ne pas avoir emmené Haley à l'hôpital elle-même et avait dit qu'elle lui ferait la vie impossible si elle témoignait au tribunal. La maman de la soirée pyjama avait été assez intelligente pour tout enregistrer sur la caméra de sa sonnette et avait déjà déposé un rapport de police. En quelques heures, des accusations d'entrave à la justice ont été ajoutées à la liste grandissante de problèmes juridiques de Rachel. Edward devait passer la pire semaine de sa carrière à essayer de gérer le désastre que Rachel continuait de créer pour elle-même. 3 jours plus tard, j'étais assis dans un bâtiment gouvernemental du centre-ville, attendant de témoigner lors de l'audience de la commission des jeux. Quand j'ai été appelé, j'ai fait face à 5 membres de la commission qui avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'ai commencé à parler de cette nuit, d'avoir appelé le casino et de les avoir suppliés de faire sortir Rachel avec l'insuline. Je leur ai montré des photos d'Haley lors de son dernier anniversaire, puis celles des soins intensifs, et j'ai vu leur visage changer alors que j'expliquais comment une simple politique exigeant que le personnel notifie les parents des urgences aurait pu lui sauver la vie. Une commissaire a eu les yeux qui se sont embués quand j'ai terminé, et le président a dit qu'il prendrait de mon témoignage en sérieuse considération pour de nouvelles réglementations. Après l'audience, Garrett m'a demandé de nous rencontrer dans son bureau. Et à sa voix, j'ai pu dire que quelque chose n'allait pas. Lui et Antonia m'ont fait asseoir avec un dossier rempli de relevés financiers qu'ils avaient obtenus par le biais de la découverte de preuves. Rachel avait moins de 2000 $ en banque. Elle n'avait pas de compte de retraite. Pas de propriété, pas de police d'assurance. Tout jugement civil que nous gagnerions serait essentiellement insignifiant, car il n'y avait rien à collecter. Garrett a expliqué que nous pourrions saisir les salaires futurs, mais avec l'historique d'emploi instable de Rachel, cela pourrait signifier attendre des années pour obtenir des centimes. J'ai dit que je me fichais de l'argent. Je voulais juste que la vérité soit inscrite au dossier, et Antonia m'a serré la main et a dit que c'était la bonne raison de continuer. Ma prochaine séance de thérapie avec Henrietta est devenue quelque chose de différent de d'habitude. Au lieu de parler de ma colère, elle m'a demandé à quoi ressemblerait vraiment la victoire. Pas des fantasmes de vengeance, mais des objectifs réels et réalisables. Nous avons passé l'heure à redéfinir le succès comme le fait que la négligence de Rachel soit officiellement documentée dans les registres du tribunal et à aider à créer des changements de politique qui protégeraient d'autres enfants. Elle m'a aidé à voir que ces choses comptaient plus que la souffrance de Rachel, que l'héritage d'Haley pouvait être de sauver d'autres enfants au lieu de simplement punir sa mère. Je suis parti en me sentant plus léger d'une certaine manière, comme si j'avais porté des roches dont je n'avais pas besoin. 2 semaines se sont écoulées avant que Damon Hunt ne rappelle avec des nouvelles qui m'ont donné envie de jeter mon téléphone. Il offrait à Rachel un accord de plaidoyer pour un délit de mise en danger d'enfant, seulement 2 ans de probation avec un traitement obligatoire pour la dépendance et 200 heures de service communautaire. Pas de prison, pas de casier judiciaire pour un crime grave, juste une tape sur les doigts pour avoir laissé notre fille mourir. Garrett a dû me calmer, expliquant que si Rachel acceptait l'accord, elle admettrait sa culpabilité, ce que nous pourrions utiliser comme preuve lors du procès civil. C'était un jeu d'échecs, pas de dames, et nous devions penser 3 coups à l'avance. Garrett et Antonia ont passé un après-midi entier à leur table de conférence, avec des livres de droit et des ordinateurs portables partout, élaborant exactement comment utiliser le plaidoyer de culpabilité de Rachel comme munition dans notre procès civil. Ils ont expliqué qu'une fois qu'elle admettrait avoir mis en danger un enfant devant le tribunal pénal, elle ne pourrait pas nier la responsabilité devant le tribunal civil. Cela s'appelait un empêchement collatéral ou quelque chose comme ça. En gros, cela signifiait qu'elle serait forcée d'admettre sa mauvaise conduite. Nous pourrions utiliser son plaidoyer de culpabilité pour essentiellement garantir un verdict en notre faveur, transformant sa tentative d'éviter de graves accusations criminelles en une confession que nous pourrions utiliser pour obtenir justice pour Haley. La stratégie semblait intelligente, mais aussi épuisante car tout exigeait tant de planification et de patience, alors que tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un reconnaisse simplement que Rachel avait tué notre fille. 2 mois après avoir déposé la plainte, nous nous sommes finalement assis pour les négociations de règlement avec Rachel et Edward dans le bureau d'un médiateur du centre-ville. Le médiateur a essayé pendant 4 heures de faire accepter à Rachel une certaine responsabilité, mais elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle était la vraie victime ici. Elle a en fait prononcé ces mots alors qu'elle était assise en face du père de la petite fille qu'elle avait laissé mourir.
Edward a continué à essayer de rediriger la conversation vers les montants du règlement, mais Rachel l'interrompait pour expliquer comment rien de tout cela n'était de sa faute. Le médiateur a finalement déclaré un échec et a mis fin à la séance. Nous allions au procès, ce qui signifiait que je devrais m'asseoir à la barre des témoins et revivre la pire nuit de ma vie devant des inconnus. Mais au moins, la vérité serait enfin dite au tribunal là où cela comptait. 3 semaines plus tard, je suis allé au cimetière seul pour la première fois depuis les funérailles. L'herbe sur la tombe d'Haley était encore irrégulière et nouvelle, et je me suis agenouillé à côté de la petite pierre tombale que nous avions choisie ensemble avant que tout ne tourne mal. J'ai tracé son nom avec mon doigt et je lui ai dit que j'obtiendrais justice, mais que je ne me détruirais pas en le faisant. La rage qui brûlait dans ma poitrine depuis des mois se sentait différente là-bas, moins comme du feu et plus comme une froide détermination. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, puis je suis rentré chez moi et j'ai appelé Henrietta pour planifier des séances supplémentaires, car j'avais besoin d'aide pour rester concentré sur les voies légales au lieu des pensées sombres qui continuaient de m'envahir. 2 mois se sont écoulés avant que le procès civil ne commence enfin. Et ce premier matin, je me suis assis derrière Garrett en regardant le jury entrer. 12 inconnus qui décideraient si Rachel était responsable d'avoir tué notre fille. L'ambulancier qui était intervenu chez la maman de la soirée pyjama est monté à la barre en premier. Décrivant l'état d'Haley à leur arrivée, comment son taux de sucre dans le sang était trop élevé pour que leur équipement puisse le lire, comment ils avaient supplié Rachel d'apporter l'insuline. Sa voix s'est brisée en décrivant comment il a vu Haley sombrer plus profondément dans l'inconscience pendant que nous attendions que sa mère sorte du casino. Le médecin des soins intensifs a témoigné ensuite, expliquant en termes simples comment l'acidocétose diabétique fonctionne, comment les organes d'Haley s'étaient arrêtés un par un pendant ces 2 heures sans insuline. Il a montré au jury des graphiques et des chronologies, prouvant que si Rachel avait apporté l'insuline en 30 minutes, Haley aurait survécu avec un minimum de complications. Edward a essayé de s'opposer à tout, mais la juge a laissé passer la plupart des choses, et j'ai vu le jury prendre des notes, leur visage devenant plus sérieux à chaque élément de preuve. Le 2e jour, Edward a amené son propre expert qui a essayé de blâmer le fabricant de la pompe à insuline, disant que l'appareil était tombé en panne sans avertissement adéquat. Mais Garrett s'y était préparé, et notre expert médical a guidé le jury à travers les registres de données de la pompe, montrant qu'elle avait envoyé 17 alertes pendant 40 minutes avant de tomber complètement en panne. L'expert a expliqué comment les alertes demandaient spécifiquement aux utilisateurs de passer immédiatement à l'insuline de secours, et j'ai vu plusieurs jurés hocher la tête quand il a dit que tout soignant responsable aurait eu des fournitures de secours prêtes. Rachel est montée à la barre le 3e jour, et la voir essayer de pleurer sans larmes tout en affirmant qu'elle pensait que la maman de la soirée pyjama exagérait, a fait trembler mes mains de rage. Elle a en fait dit qu'elle avait prévu de quitter le casino après avoir terminé sa main, mais que je l'avais ensuite appelée et l'avais distraite, ce qui lui avait fait perdre de l'argent, ce qui l'avait fait rester plus longtemps pour le récupérer. Un juré a été visiblement choqué quand Rachel a dit ça, et un autre a secoué la tête avec dégoût. Le jury est parti délibérer après les plaidoiries finales, et ces 4 heures d'attente ont semblé plus longues que tout le procès. Quand ils sont revenus, le chef a lu qu'ils avaient retrouvé Rachel responsable de mort par négligence, accordant 75 000 $ de dommages et intérêts. Il ne s'agissait pas de l'argent, car Garrett m'avait déjà expliqué que Rachel n'avait pas de biens à collecter. Mais le fait d'entendre 12 personnes dire officiellement que Rachel avait tué Haley par négligence signifiait tout. Le visage de Rachel est devenu blanc quand elle a entendu le verdict, et elle a commencé à crier que ce n'était pas juste, que j'avais monté tout le monde contre elle. La juge a dû la menacer d'outrage au tribunal avant qu'elle ne se taise et ne s'éloigne en furie avec Edward derrière elle. Une semaine plus tard, Damon a appelé pour dire que Rachel avait accepté l'accord de plaidoyer pour le délit de mise en danger d'enfant, 2 ans de probation, un traitement obligatoire pour la dépendance 3 fois par semaine et 200 heures de service communautaire dans un hôpital pour enfants. J'ai eu envie de crier que ce n'était pas suffisant, qu'elle aurait dû être en prison. Mais Garrett m'a rappelé que son plaidoyer de culpabilité faisait maintenant partie du registre permanent. 3 mois après sa probation, la commission des jeux a finalement tenu son audience sur les politiques du casino. J'ai témoigné à nouveau, expliquant comment ils avaient refusé d'intervenir même lorsqu'on leur avait dit qu'un enfant était en train de mourir. Et Julio a présenté des preuves montrant que ce n'était pas la première fois qu'ils ignoraient des situations d'urgence pour des clients de haut niveau.
La commission a émis un blâme formel et a ordonné que tous les casinos de l'État mettent en œuvre de nouveaux protocoles d'intervention d'urgence dans les 90 jours. Savoir que d'autres enfants pourraient être sauvés grâce à ce qui était arrivé à Haley m'a donné le premier vrai sens de but que j'avais ressenti depuis sa mort. Rachel a déclaré faillite 2 semaines après le jugement de la commission, ce qui, selon Garrett, était à prévoir car elle devait de l'argent partout et n'avait aucun revenu. Le tribunal des faillites a annulé la plupart de ses dettes, mais n'a pas pu toucher au jugement pour mort par négligence. Ce qui n'avait de toute façon pas d'importance puisqu'elle n'avait rien à collecter. Puis, 4 mois après sa probation, j'ai reçu un appel de Damon disant que Rachel avait été arrêtée dans un casino à 40 miles de là. Elle y était allée en pensant qu'elle était en dehors de la juridiction de son agent de probation, mais la sécurité du casino l'avait reconnue grâce aux alertes envoyées à tous les casinos régionaux. La juge lui a donné 30 jours de prison dans le comté pour la violation et a prolongé sa probation d'1 an. Je suis allé au palais de justice pour l'avoir emmenée menottée, m'attendant à ressentir de la satisfaction. Mais je me suis surtout senti fatigué. Le besoin de vengeance qui m'avait fait avancer pendant près d'1 an s'est estompé en quelque chose d'autre. Pas de pardon, mais peut-être l'acceptation que la vie de Rachel était déjà détruite. Elle avait perdu sa fille, sa liberté, toute chance d'une vie normale. Et bien que rien de tout cela ne ramène Haley, la vérité a été officiellement documentée dans les registres du tribunal pour toujours. J'ai commencé à voir Henrietta 2 fois par semaine pour travailler sur la construction de routines qui ne tournaient pas autour de la destruction de Rachel. Nous avons élaboré des plans spécifiques pour gérer les jours difficiles comme l'anniversaire d'Haley et l'anniversaire de sa mort. Et elle m'a aidé à reprendre le travail à temps partiel au début, puis à augmenter progressivement mes heures. J'ai commencé à aller à la salle de sport le matin avant le travail parce que l'épuisement physique aidait à faire taire la rediffusion constante de cette nuit dans ma tête. La douleur n'est pas devenue plus petite, mais j'ai appris à construire ma vie autour d'elle, créant de la place à la fois pour le chagrin et pour la possibilité d'avancer sans Haley, mais avec sa mémoire me guidant vers quelque chose de mieux que la vengeance. La maman de la soirée pyjama m'a appelé 3 semaines plus tard, me demandant si je voulais prendre un café. Et je l'ai rencontrée dans un petit endroit près du palais de justice où nous nous sommes assis pendant 2 heures à parler de cette nuit et de l'amour d'Haley pour l'amitié de sa fille. Elle a commencé à m'envoyer des textos tous les jeudis pour nous rencontrer et nous nous asseyions à la même table de coin, partageant des histoires sur Haley sans avocat, déposition ou sténographe du tribunal qui prenaient des notes. Elle m'a raconté des choses que je n'avais jamais sues, comme Haley tressant les cheveux de sa fille pendant les soirées pyjama et lui apprenant des jeux de cartes que j'avais enseignés à Haley quand elle avait 5 ans. Un matin, elle a apporté une boîte de photos de diverses soirées pyjama. Et j'ai vu ma fille rire et jouer à se déguiser et être une petite fille normale, d'une manière que je n'avais pas vue depuis que le divorce avait commencé. Nous sommes devenus de vrais amis lors de ces rencontres au café. 2 personnes connectées par la tragédie qui se comprenaient sans avoir à expliquer le poids que nous portions. 1 mois plus tard, je me suis tenu devant 15 parents lors de la réunion du groupe de soutien pour le diabète dans le sous-sol du centre communautaire. Mes mains tremblaient en expliquant ce qui était arrivé à Haley et comment plusieurs plans de secours auraient pu la sauver. Je leur ai montré la chronologie que j'avais créée, soulignant chaque moment où une préparation différente aurait pu tout changer. Et plusieurs parents ont pris des photos de ma liste de vérification pour les fournitures d'urgence. Après la réunion, une femme nommée Kila est venue me voir, les larmes aux yeux, expliquant qu'elle avait perdu son fils à cause d'une crise médicale différente, mais qu'elle comprenait la douleur spécifique de la mort évitable. Nous avons échangé nos numéros et avons commencé à nous rencontrer pour le déjeuner toutes les 2 semaines. Et elle est devenue quelqu'un qui comprenait quand je disais que je passais une mauvaise journée sans avoir besoin de détails. Elle m'a appris des exercices de respiration pour quand la rage revenait. Et je l'ai aidée à organiser la collecte de fonds pour le mémorial de son fils. 2 parents brisés qui s'aident mutuellement à fonctionner. J'ai emballé tous les dossiers médicaux d'Haley et les documents de l'affaire et les ai envoyés au fabricant de la pompe à insuline avec une lettre détaillée sur ce qui avait mal tourné. 3 semaines plus tard, leur directeur médical m'a appelé personnellement pour discuter du cas. Et nous avons passé 90 minutes à parcourir chaque détail de cette nuit. J'ai pris l'avion pour leur siège social où j'ai présenté l'histoire d'Haley à toute leur équipe de sécurité, leur montrant les photos de cette nuit et expliquant comment leur protocole d'urgence avait échoué.
6 mois plus tard, ils m'ont envoyé leurs documents d'éducation pour les soignants mis à jour, avec de nouvelles sections sur la préparation de secours et les plans d'intervention d'urgence et voire développés en mémoire d'Haley, en petits caractères en bas, m'a fait pleurer pour la première fois depuis des semaines. Le groupe de soutien pour le diabète a décidé de créer un fonds de bourse d'études après avoir entendu l'histoire d'Haley, et nous avons commencé avec l'objectif de collecter suffisamment pour aider 5 familles à payer les fournitures de secours. J'ai créé la page de dons et je l'ai partagée sur les médias sociaux. Et en 3 jours, nous avions collecté $2000 de personnes qui n'avaient jamais connu Haley, mais qui comprenaient la peur de ne pas pouvoir se payer des fournitures médicales. À la fin du premier mois, nous avions collecté plus de $5000. Assez pour fournir des kits d'urgence à 23 familles qui sont venues au centre communautaire pour obtenir de l'aide. Chaque kit que nous avons donné avait une petite carte avec la photo d'Haley qui disait « Restez prêts, restez en sécurité ». Et voir les parents la lire et serrer leurs enfants plus fort contre eux m'a donné un but que je n'avais pas ressenti depuis qu'elle est morte. La lettre officielle de Damon est arrivée un mardi matin, déclarant que toutes les procédures criminelles étaient terminées et que l'affaire était officiellement close. Je me suis assis sur mon canapé et je l'ai lu 3 fois, puis je suis allé dans ma chambre et j'ai dormi pendant 14 heures d'affilée. L'épuisement que je combattais depuis près d'1 an m'a finalement rattrapé. Quand je me suis réveillé le lendemain après-midi, je me sentais différent. Pas exactement mieux, mais moins tendu, comme un ressort qui a enfin pu se détendre. Cette nuit-là, j'ai dormi 8 heures sans me réveiller une seule fois. Pas de cauchemar sur ce sol de salle de bain. Pas de revivre les appels téléphoniques. Juste un sommeil profond et vide dont mon corps avait désespérément besoin. 3 jours plus tard, je faisais des courses quand je suis entré dans le rayon des céréales et j'ai vu Rachel debout, tenant une boîte de la marque préférée d'Haley. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Ses vêtements de créateur remplacés par un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt, son visage hagard et fatigué. Elle m'a vu et a commencé à marcher vers moi, la bouche s'ouvrant pour parler. Mais j'ai simplement fait demi-tour avec mon caddie et j'ai marché vers le rayon suivant sans rien dire. Mes mains ne tremblaient pas et mon cœur ne s'emballait pas. Je n'avais simplement plus rien à lui dire, et ce contrôle de soi a été ressenti comme la plus grande victoire que j'avais eue dans tout ce processus. Je suis repassé devant elle à la caisse et elle était en train de pleurer. Mais j'ai juste payé mes courses et je suis parti. Sans rage, sans satisfaction, juste prêt. J'ai commencé à tout écrire 2 semaines après cette rencontre au supermarché, tapant toute l'histoire depuis le début sur mon ordinateur portable tard dans la nuit, quand je ne pouvais pas dormir. Tout faire sortir m'a aidé à voir le chemin parcouru depuis ce premier appel téléphonique jusqu'où j'en étais maintenant. De la rage pure à quelque chose de plus utile. La douleur était toujours là, aussi vive que jamais quand je pensais aux dernières heures d'Haley. Mais écrire m'a aidé à comprendre comment j'étais passé de vouloir détruire Rachel à vouloir protéger d'autres enfants. Chaque page que j'écrivais ressemblait à organiser le chaos dans ma tête en quelque chose qui avait du sens et peut-être quelque chose qui pourrait aider d'autres parents qui traversaient un enfer similaire. Ce matin, j'ai chargé ma voiture avec 30 kits de fournitures d'urgence que j'avais assemblés en utilisant une partie de l'argent de la bourse. Chacun contenait des comprimés de glucose, des kits de glucagon et des cartes d'instructions plastifiées pour les urgences de diabète. J'ai conduit jusqu'à 5 centres communautaires différents de la ville, livrant 6 kits à chacun avec des instructions pour les garder accessibles à tout enfant qui en aurait besoin. Chaque kit avait une étiquette orange vif qui disait « En mémoire d'Haley, restez prêts », avec le numéro de la ligne d'urgence et des instructions de base pour reconnaître une crise diabétique. La dernière livraison a eu lieu au centre communautaire où Haley avait l'habitude de suivre des cours d'art et la directrice s'est souvenue d'elle et a pleuré quand je lui ai expliqué ce que je faisais. Ce travail tranquille de prévention d'autres tragédies a été plus significatif que n'importe quelle vengeance que j'avais imaginée dans ces premiers jours sombres. Et je savais qu'Haley serait fière de son père d'avoir choisi d'aider plutôt que de blesser. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'apprécie que vous soyez restés et que vous ayez remis en question les choses avec moi. Cela ressemble toujours à un vrai voyage quand on le partage ensemble. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.